Bonsoir à tous. Je vais attendre quelques instants avant de commencer ce Facebook Live. Bonsoir Lune. Donc c'est bien, vous m'entendez? Bonsoir. Bonsoir Théo. Bonsoir. Bonsoir Laura, Elisabeth. Bonsoir Séverine. Bonsoir, Vocation CRPE. Alors, je ne sais pas si c'est Lina ou Marion qui est derrière Vocation ce soir et qui est donc dans le chat pour m'aider à répondre à vos questions. Bonsoir Alifia. Parfait, Laetitia. Bonsoir. Donc vous m'entendez, je suis ravie de vous retrouver ce soir donc pour un Facebook Live consacré à un entraînement à la partie 3 du CRPE en mathématiques. Donc eh bien, comme la dernière fois, Vocation CRPE vous a déposé le sujet en amont, il y a quelques jours. Vous avez donc pu, Lina, merci, bonsoir Lina, vous avez donc pu l'imprimer, peut-être essayer de le réaliser. Donc ce temps ce soir va s'articuler entre 2 éléments. Le premier, je reviendrai comme pour le français, d'ailleurs n'hésitez pas à regarder sur notre chaîne YouTube ou sur notre site internet les vidéos précédentes de ces Facebook Live. Vous retrouverez d'ailleurs d'autres types de vidéos, des vidéos enregistrées un peu plus sur des notions spécifiques qui pourraient vous aider justement à préparer le CRPE. Donc, comme la dernière fois, je vais passer un petit temps à présenter l'épreuve de mathématiques au CRPE pour ensuite entrer dans le vif du sujet et corriger cette épreuve. Enfin, cet exemple, ce n'est pas vraiment une épreuve, hein, c'est différents exercices que nous avons souhaité vous proposer qui ressemblent à une épreuve que vous pourriez trouver, à des exercices que vous pourriez trouver dans la partie 3 du CRPE. Bonsoir Nadia, Vincent, bonsoir à tous. Alors donc, cette épreuve de mathématiques, c'est l'épreuve d'admissibilité, hein. Rappelez-vous, l'épreuve d'admissibilité au CRPE se compose de 2 épreuves, le français et les mathématiques. Donc là, il s'agit des mathématiques. Elle dure 4 heures et est notée sur 40 points. Donc, elle se décompose en 3 parties comme pour le français. Bonsoir Pauline. Pour autant, ce n'est pas tout à fait la même organisation que le français, évidemment, hein, puisque ce n'est pas la même matière. Donc la première partie, ce sont des exercices indépendants qui vont viser vraiment à évaluer vos capacités didactiques en mathématiques, vraiment vos connaissances scientifiques en mathématiques. On va vous donner des exercices de niveau 3e, je dirais, pour évaluer vos compétences à ce niveau-là. Ensuite, une deuxième partie constituée d'exercices, encore une fois, indépendants, qui vont permettre au jury de vérifier vos compétences dans différents domaines du programme des mathématiques de l'école et du collège. Alors, ça peut être des QCM, ça peut être des questions ou alors une réponse construite. Voilà, il y a plusieurs types d'exercices pour cette partie 2. Et puis la partie 3, donc, qui nous intéresse un peu plus ce soir, qui est donc dévolue à la partie vraiment didactique, c'est-à-dire qu'on va vous proposer alors là, ça ressemble un peu à ce qu'on vous propose en français, on vous propose des éléments réels, des exemples, des supports de classe, des supports d'enseignants, des productions d'élèves, et on va vous demander de les analyser.
Alors, vous n'hésiterez pas, pour celles et ceux que ça intéresse, à contacter, Vocation, peut-être en message privé, j'ai réalisé un diaporama qui vous aidera un peu à suivre mes propos, les propos que j'exprime ce soir. Donc où je reprends évidemment, le sujet et sur lequel figurera les corrections que je vais pouvoir vous dire, ce soir à l'oral. Donc ça sera plus simple, avec ce diaporama, je pense. Donc, il suffit de contacter Vocation CRPE. Alors, je ne me suis pas présentée. C'est vrai que je suis là à chaque fois tous les mercredis depuis un certain temps. Donc, je fais comme si j'étais à la maison. Mais pour autant, je ne me suis pas présentée. Je suis Cassandre Nadjar, pardon. Et je suis professeure pour Vocation CRPE. Je suis également conseillère pédagogique pour l'éducation nationale. C'est-à-dire que je forme les enseignants qui débutent et les plus anciens également. Et je suis, et c'est un peu à ce titre que je suis là, jury de concours. Alors je suis jury de concours plutôt pour le français, donc où je suis plus à l'aise. Mais ne vous inquiétez pas, le sujet de ce soir, je vous le propose parce que je peux le maîtriser et vous le présenter. Mais chez Vocation CRPE, voilà, moi je suis plutôt dans les cours en français et d'autres personnes s'occupent des cours de mathématiques. Voilà. Donc c'est vrai, j'ai oublié de me présenter, mea culpa. Donc on y va, on continue. Alors, quelques conseils généraux pour réussir cette épreuve de mathématiques. Donc, cette troisième partie, elle compte pour 14 points. Donc, c'est une partie vraiment très importante. Et comme pour le français, il faut absolument bien gérer son temps. Ça, c'est essentiel. Il faut également faire attention à votre orthographe parce que le jury peut être amené à vous rajouter des points en plus ou à en retirer en fonction des fautes que vous laissez passer. Donc, ne pensez pas que parce que vous êtes en mathématiques, vous pourriez un peu moins faire attention à votre syntaxe et à votre orthographe. Il faut être vigilant de ce côté-là. Un petit conseil également, tout au long de votre préparation, eh bien, entraînez-vous à faire un peu de calcul mental parce que, évidemment, vous avez le droit d'utiliser la calculatrice, mais c'est quand même plus rapide, malgré tout, de calculer mentalement une petite addition, une petite multiplication, plutôt qu'à chaque fois d'utiliser votre matériel, votre outil informatique. C'est vrai que c'est votre calculatrice, pardon. Donc voilà, un petit conseil, d'autant plus que en tant que futur enseignant, vous devez quand même maîtriser le calcul mental. Donc, n'hésitez pas à vous entraîner tout au long de cette préparation. Oui, ce que je voulais vous préciser, que je me suis noté, c'est que l'orthographe, elle peut aller jusqu'à 5 points qui peuvent être retirés. Donc, vous voyez, c'est très important de soigner votre orthographe. Voilà, alors la partie 3, donc un peu plus en détail. Il s'agit en général d'un dossier qui vous est donné, qui représente, donc ça représente un barème assez important. Il faut donc y consacrer bien 1h30 à cette troisième partie de cette épreuve de mathématiques. Vous devez y consacrer sur les 4 heures bien 1h30, dont une demi-heure, 30 minutes à une lecture approfondie des documents qui vous sont donnés. Voilà, vous ne devez pas passer à côté d'informations. Il faut prendre vos marqueurs, vos fluos, vos stylos, vos crayons et essayer de décortiquer en ayant d'abord évidemment lu les questions. Hein, on ne se précipite pas dans les documents sans savoir ce qu'on attend de vous. Et donc, prenez du temps, bien 30 minutes à regarder tous les documents que vous avez en votre possession. Et à la différence de la deuxième, des deux premières parties, là c'est vraiment une partie professionnelle. De toute façon, c'est vrai que c'est la caractéristique de ce concours, que ce soit en français qu'en mathématiques. On attend des candidats, et c'est un peu compliqué pour vous, c'est sûr, c'est pour ça qu'il faut bien se préparer. On attend de vous que vous ayez déjà des connaissances un peu professionnelles, c'est-à-dire que vous soyez capable de vous mettre dans la peau d'un professeur et de savoir ce que vous allez donner à des élèves fictifs. Et alors évidemment, on n'attend pas de vous une connaissance approfondie de tout ce qu'on peut faire en classe, mais en tout cas, on attend quand même des capacités professionnelles et ça ne va pas sans une préparation assez importante. Et ça, c'est un travail qu'on effectue avec nos professeurs chez Vocation CRPE.
Donc, le type de support, je vous disais que donc dans ce dossier, il y avait différents supports d'enseignement à analyser. Vous pouvez avoir des exemples de programmes, des manuels, des extraits de manuels scolaires, des guides pédagogiques. Alors, pour celles et ceux qui ne le savent pas, un guide pédagogique, c'est un document qui va avec une méthode, qui va avec un manuel et qui explique pas à pas aux enseignants que faire. Pour autant, ce sont des documents qui sont réalisés par des éditeurs privés, hein, ce ne sont pas des documents institutionnels, parce que qui dit institutionnel, c'est quand c'est réalisé par l'éducation nationale, et l'éducation nationale, en tout cas pour le moment, ne produit pas de manuel à destination des enseignants. Ils produisent des programmes et ils produisent, c'est ce que vous pouvez trouver sur Eduscol, des documents qui accompagnent, qui donnent des exemples, mais pas de manuel. Donc, quand on vous donne un guide pédagogique, ça ne veut pas dire que tout est juste dans ce guide pédagogique, et on est amené, quand on est enseignant, à prendre un peu de recul. Et c'est exactement ce qu'on vous demande de faire dans cette partie 3, c'est d'analyser avec un œil critique les documents qu'on vous donne. On peut également vous donner des passages de fiches de préparation de séance. Donc, une fiche de préparation, c'est un document sur lequel l'enseignant planifie la séance qu'il propose à ses élèves. Il détaille pas à pas tout ce qu'il va proposer à ses élèves le jour consacré à cette séance. Vous pouvez également avoir des exemples de séquences. Une séquence, c'est un ensemble de séances qui amènent à la construction d'un apprentissage. Et enfin, ce qu'il est très important de savoir analyser, des exemples de travaux d'élèves. Donc là, sachez-le, c'est un élément assez complexe sur lequel il faut s'entraîner. Il faut avoir les termes appropriés. On vous demande d'imaginer quelles sont les procédures qu'ont effectuées les élèves, comme sur les exemples d'aujourd'hui, les procédures, les erreurs possibles. Et évidemment, on peut également vous poser la question des remédiations que vous pourriez proposer sur les erreurs qu'on vous amène à analyser. Alors, chaque document proposé est suivi d'une ou d'une série de questions, ça dépend, pour laquelle vous allez devoir essayer de proposer un commentaire à chaque fois. Même si ce n'est pas parfait, ce que vous proposez ou peu développé, je l'avais déjà dit pour le français, il faut absolument répondre à chacune des questions. Vous pouvez glaner quelques 0,25 points qui peuvent faire la différence dans le classement ensuite dans vos différentes académies. Voilà. Alors, pour vous préparer correctement, eh bien, il faut évidemment connaître les programmes, alors pas sur le bout des doigts, mais en grande partie. Il faut avoir consulté le maximum de documents d'accompagnement sur Eduscol. Et il est vrai que si vous pouvez avoir accès à des manuels scolaires, à des cahiers d'élèves autour de vous, essayez de... Alors, c'est vrai que chez Vocation CRPE, on donne des exemples pendant les live classes. Les professeurs donnent des exemples sur leur support de cours. Mais si vous n'avez pas de préparation, si vous n'êtes pas inscrit chez vous, essayez dans la mesure du possible de vous constituer comme ça par vos amis, vos connaissances, une petite banque de cahiers anciens, par exemple, et pour essayer de les analyser à votre tour. Alors, les étapes à suivre quand vous avez les documents à analyser pendant cette épreuve, eh bien, en général, c'est d'identifier la notion mathématique qui est en jeu. Là, je vous ai présenté 3 exercices qui présentent 3 notions différentes et donc qui s'apprennent d'une manière différente, qui ont une didactique différente pour chacune d'elles. On vous demande également, évidemment, d'analyser les productions des élèves en lien avec cela. Ensuite, analyser des documents de classe. Donc ça, c'est, on va vous demander pour les documents de classe d'imaginer la place de la notion à l'école, c'est-à-dire à quel moment on peut être amené à étudier cette notion. Sur quel niveau, à quel moment de l'année, qu'est-ce qu'on aurait appris avant, qu'est-ce qu'on apprendra après. On peut également vous demander de poser un avis sur les choix du professeur. Donc là, à partir de ce moment-là, n'hésitez pas à donner votre avis. Quand on vous demande de donner votre avis, vous le donnez de manière mesurée, évidemment, mais il faut arriver à prendre du recul et à donner son avis.
Alors, on va arriver donc aux différentes situations que nous avons déposées sur le Facebook de Vocation. Donc, la première situation, on va les faire une par une. Donc là, je commence la première situation. Il s'agissait donc, là je regarde s'il y a, non, il n'y a pas de questions, on y va. Bonsoir. Il s'agissait donc alors d'un matériel qui est extrêmement populaire et présent dans à l'école maternelle, qui est un atelier de boîte à compter de chez Nathan. Donc, c'est un outil pédagogique à disposition des enseignants qui est composé de différents éléments et sur lequel les enseignants peuvent trouver sur Internet des ajouts, des documents qu'ils peuvent rajouter en plus, des fiches en plus, etc. Donc, c'est un matériel assez populaire en mathématiques. Au niveau, alors là, ce n'était pas dans les questions proposées, mais je l'ajoute. N'hésitez pas d'ailleurs, quand on vous pose une question, si vous avez un autre élément à apporter qui ne vous aurait pas été demandé, moi je suis d'avis qu'il faut, alors sauf si vous en mettez une tartine, mais si c'est pour rajouter un petit élément, rajoutez-le. Donc là, en l'occurrence, je ne vous avais pas demandé quelle était la compétence, le domaine, le cycle. Moi, je pense que par une petite phrase introductive qui poserait tout ça, ça ne peut, alors peut-être pas vous ajouter des points, mais en tout cas, mettre le jury dans de bonnes conditions, ce qui est très important quand il a de nombreuses copies à corriger. Donc là, on est en cycle 1, en moyenne section. Il s'agit de la compétence construire le nombre pour exprimer des quantités. Donc, c'est dans dans le domaine de construire les premiers outils pour structurer sa pensée. Excusez-moi. Donc, voilà, au cycle 1, on ne dit pas les mathématiques, on dit construire les premiers outils pour structurer sa pensée. Il s'agissait ici de réaliser une collection en fonction d'un cardinal donné. Donc là, je ne vais pas vous faire un cours, hein, mais il est important de vous pencher sur la notion de cardinal et d'ordinal. Donc si vous ne connaissez pas ces notions, je ne vais pas les explorer aujourd'hui, mais allez regarder, trouver des informations dessus, c'est important. Et d'utiliser un cardinal également pour, de proposer un cardinal d'une collection qui est donnée. Voilà, on pouvait également cibler comme compétence de connaître différentes représentations du nombre, notamment parce qu'il y avait les constellations du dé. Voilà. Alors, donc, on vous demande donc d'analyser a priori, pardon, pas a posteriori, a priori la situation qui vous était donnée, donc qui est constituée de deux configurations. Alors, il s'agissait donc, on voit deux photos, hein, une photo avec une configuration avec des petites quantités, des espèces de petits éléphants bleus que l'élève est censé, sur lequel il est censé en fait déposer dans la boîte la même quantité d'objets qui sont situés devant lui. Et dans la configuration 2, il doit réaliser la même quantité de jetons que les configurations du dé qui lui sont proposées. Alors, on demande des méthodes pour dénombrer, mais en fait, on peut déjà poser le postulat que rien ne dit qu'il faille dénombrer. On n'est pas dans la tête des élèves, mais il faut le dire. On peut imaginer que si le maître a décidé de proposer cette situation pour amener les élèves à dénombrer, eh bien, il se peut que les élèves, il est même probable, par exemple Kevin notamment, ne dénombre pas. On va y revenir pour la question 2. Pour ce qui est de la configuration, dans la question 2, c'est ça. Pour ce qui est de la configuration 1, il y avait plusieurs procédures de dénombrement possibles. Les collections, par exemple, pouvaient être dénombrées en comptant un en un, d'un en un, voilà, pour réaliser la même collection que ce qui était proposé sur la petite fiche. Et le nombre qui va le dire en dernier, eh bien, devient le cardinal de cette collection. Pour les collections un peu moins nombreuses, les enfants pouvaient procéder par subitizing. Donc, très rapidement, le subitizing, c'est le fait de reconnaître une toute petite quantité, mais ça ne peut pas marcher au-delà de 2, on va dire. La disposition des autres collections pouvait éventuellement permettre d'avoir recours à une décomposition, ce qui est assez intéressant et ce qui est à viser par le maître. Par exemple, la collection de 4 éléments, elle était constituée de 3 et 1. Donc l'élève peut reconnaître 3 et 1 et donc de ne pas compter un par un, terme à terme, les éléments qui constituaient cette collection.
Alors pour ce qui est, des erreurs possibles, on nous demandait les erreurs possibles. Vu qu'il n'est pas demandé d'analyser les erreurs, mais seulement d'en citer 2, hein, ici on ne vous demandait pas de les analyser, on pourrait se contenter par répondre, eh bien, l'élève pourrait mettre trop d'objets ou alors de ne pas en mettre assez. Voilà, là vous avez cité 2 erreurs, on ne vous a pas demandé de les analyser. Pour autant, je trouve que dans une question de ce type-là, donner 2 erreurs possibles, ça peut être intéressant pour vous, toujours en termes de jury, eh bien si vous en avez la capacité à ce moment-là, de les analyser. Donc là, on aurait pu, pour analyser, imaginer qu'un élève pouvait se tromper parce qu'il aurait mal récité la comptine numérique en étant en train de dénombrer la quantité, en train de réaliser la collection qui lui était demandée. Donc, par exemple, 1, 2, 4, voilà, il s'est trompé dans la comptine numérique. Ça, c'est tout à fait une erreur possible. Ensuite, il peut également se tromper s'il ne synchronise pas la prise d'objet avec l'énoncé des mots nombres. C'est-à-dire qu'il va dire 1, 2, 3. Et vous voyez, j'ai mis 2 objets et je n'ai pas mis les 3 objets, alors que l'élève compte, dénombre 3 objets avec sa voix, mais avec sa main, il n'en a pris que 2. Donc voilà, il peut faire ces deux types d'erreurs étaient possibles. Alors pour ce qui est de la configuration 2 maintenant, qui est donc celle avec les cartes de dés et les jetons bleus, le comptage peut être utilisé comme dans la configuration 1. Les configurations du dé peuvent avoir été mémorisées et être reconnues. Voilà, ça c'est une façon. Il peut donc compter, mais il peut également reconnaître les représentations du dé automatiquement parce qu'il les a acquis dans le passé dans un autre travail avec son enseignante. Pour ce qui est des erreurs possibles, eh bien, on peut dire les mêmes que dans la configuration 1, plus également des erreurs liées au matériel, c'est-à-dire au mélange des différentes collections. Donc ça, il pourrait mélanger les objets puisqu'il n'y a pas de boîte. Alors, nous en arrivons au petit 2 de l'exercice avec les productions de Louise et de Kevin. On vous demande qu'est-ce qu'ils semblent avoir compris tous les deux et d'analyser les différences éventuelles. Vous voyez, là, on est vraiment dans le concours, on est vraiment dans l'analyse des productions des élèves. Je regarde, il n'y a pas de questions, vous m'écoutez sagement. C'est les mathématiques, hein. C'est plus compliqué en général. Alors, les 2 élèves ont compris qu'il fallait réaliser les collections en rapport avec celles dessinées sur la carte. Donc là, on voit qu'ils ont compris la consigne quand même, hein, puisque Louise, comme Kevin, voilà, on voit par la production qu'ils ont réalisée qu'ils ont compris la consigne. Ils ont constitué des collections de même cardinal que les premières collections de la carte. Donc, on peut dire qu'ils ont réalisé la consigne qui leur était demandée. Louise a probablement dénombré les collections, puis réalisé des collections de même cardinal, c'est-à-dire qu'elle a regardé la première collection sur laquelle on voit 2, et ensuite elle a pris 1 et 2 objets, ou alors elle les a pris les 2 en même temps et les a posés. Pour ce qui est de Kevin, on peut imaginer plutôt qu'il réalise une correspondance terme à terme, c'est-à-dire qu'il pose les jetons sur les collections proposées. Ce qui le guide, hein, c'est une aide pour lui, il pose. Donc là, on peut imaginer qu'il ne dénombre pas en fait, qu'il n'est pas en train de dénombrer une quantité alors que c'est l'objectif du maître. Le maître veut que Kevin prenne 2 objets dans la boîte parce qu'il a compris qu'il en fallait 2. Là, Kevin peut avoir juste pris des objets et les a posés sans avoir conscience qu'il est en train de réaliser une collection avec une quantité donnée. Voilà pour ce qui est de cette question. Donc ensuite, on vous demandait alors attendez, je retrouve, oui. La deuxième question, voici une autre production d'élèves en réponse à une autre configuration matérielle. Donc là, on retrouve les boîtes à compter avec des fiches qui présentent des objets dessinés, des quantités d'objets dessinés. Et on demande à l'élève de réaliser une collection identique. Donc la configuration qui inclut la boîte, ah oui, la question c'est citer une facilité et une difficulté qu'apporte ce type de matériel.
Donc le fait d'utiliser une boîte, ça facilite le travail des élèves puisqu'elle évite de mélanger éventuellement les collections comme on a pu le voir avec Kevin qui pose et qui se mélange. Même Louise aurait pu, pourquoi pas, avoir ses jetons qui se croisent et qui s'enchevêtrent et qui se mélangent. Donc là, c'est vrai que les boîtes, ça aide. En revanche, la petite taille des compartiments ne permet pas d'avoir une vue d'ensemble des collections de plus de 2 éléments puisque les objets se superposent. Et donc là, c'est au détriment de la construction de quantité justement. Quand le maître va faire un feedback et qu'il va regarder avec l'élève la quantité constituée par les élèves, eh bien, il ne va pas pouvoir vérifier avec lui de manière automatique, réaliser voilà, il va devoir sortir les objets de la boîte. Et même pour l'élève, quand il réalise la collection, il est obligé de compter enfin pas terme à terme, mais un par un, ce qui n'est pas l'objectif du maître. Hein. On veut amener les élèves à procéder avec des décompositions, par exemple, ce qui est une procédure plus experte. Voilà, ce type de configuration matérielle privilégie la procédure de dénombrement par comptage, ce qui n'est pas, comme je le disais, ce qu'on vise parce qu'elle a de nombreux inconvénients. Alors, on en arrive, je vais un peu vite hein, parce qu'il est déjà 18h55, à la situation 2, qui est donc un autre exercice d'un ordre complètement différent, qui est proposé cette fois au cycle 3. Ah oui, alors j'aurais peut-être pu faire une petite pause si vous avez des questions sur la première situation. Comme je le disais, hein, j'ai le diaporama avec les réponses que je vous ai données qui sont écrites. Hein. Donc, n'hésitez pas à contacter Vocation CRPE. Lina a mis les coordonnées. N'hésitez pas aussi à nous contacter si vous souhaitez bénéficier d'une préparation parce qu'on peut encore s'inscrire maintenant. D'autant plus que le CRPE change l'année prochaine, donc il faut essayer de l'avoir cette année. Donc plus on met les chances dans son cabas, mieux c'est. Alors, donc, la deuxième situation, il s'agissait donc d'un problème. Alors, d'un problème qu'on trouve souvent dans les défis maths. Vous pourrez regarder sur Internet, vous tapez problème des chameaux et dromadaires. C'est souvent ce type de problème qui est proposé dans le cadre de défis, de semaines des mathématiques. Voilà. Alors pourquoi des défis? Parce que on est dans le fait, alors au niveau de la compétence, on est dans résoudre un problème, mais qui pourrait, alors ce problème, il peut être résolu à notre niveau d'expert avec une équation, mais en cycle 3, évidemment, on n'attend pas d'eux qu'ils fassent une équation. Là, le maître propose des situations de ce type parce qu'il attend des procédures par tâtonnement, ce tâtonnement qui permet eh bien, de construire des apprentissages de manière plus pérenne, voilà, qui vont l'amener ensuite, quand il va arriver au collège, eh bien, à mieux comprendre la raison pour laquelle eh bien, il y a des procédures expertes telles que les équations. Donc là, on est encore une fois typiquement dans un type d'exercice que vous pouvez trouver au CRPE, parce que peut-on dire que ça laisse peu de place aux variables didactiques? Alors, les variables didactiques, c'est du point de vue du maître, c'est-à-dire qu'il va proposer différentes variables qui vont avoir une influence sur ce que va produire les élèves. Donc là, par exemple, donc ça n'a rien à voir avec le fait, dans n'importe quel problème, dans n'importe quel exercice d'ailleurs, que ce soit en français, en maths, du cycle 1 au cycle 3, un maître va trouver, alors je dis maître, maîtresse, enseignant, professeur, excusez-moi, peut trouver des variables didactiques. Donc, par exemple, une variable didactique ici, ça pourrait être de proposer du matériel ou pas, ou de proposer des chiffres différents en fonction bien du niveau des élèves. J'espère avoir répondu à votre question. Pourquoi pas, Christine? Je vais, pour les inscrits de Vocation CRPE, on pourra les déposer sur notre drive. Donc, la situation 2, bah, on va l'analyser ensemble. Donc, comme je vous le disais, c'était résoudre des problèmes en utilisant des fractions, des nombres décimaux et le calcul. Ça, c'est la grande compétence de base. On est donc au cycle 3. On vous demande donc, on vous propose vraiment là une production d'élèves avec ce qu'il a réalisé. Et c'est pas évident pour vous parce qu'il s'agit ici de vous mettre dans la tête des élèves.
qu'est-ce qu'il a essayé de faire, comment il s'y est pris, pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Donc là, ma ce que je vais vous proposer, ce que je vais essayer d'analyser avec vous, vous allez voir, je vais vraiment décrire ce que je vois et déjà, c'est déjà très bien, en fait, d'arriver à décrire parce que quand on décrit, ça montre qu'on analyse, enfin, qu'on est dans la compréhension de ce qu'a fait l'élève. D'accord? Donc là, la question, c'est d'expliquer la démarche. Comment il s'y est pris? On ne vous demande pas de donner votre avis. On demande juste d'essayer de décrire, d'expliquer. Donc j'y vais. Pour ce qui est de Quentin, donc c'était la première présentation. Il a fait ça sous forme d'espèce de tableau, de grille. Donc Quentin, là, il utilise le fait qu'il y a 12 têtes. Que s'il y a 12 têtes, il y a 12 animaux. Puis il fait un essai en partageant le groupe en deux. Hein, vous voyez, il a fait un trait un peu plus gras. Donc vous voyez, hein, ce genre de détail, il faut essayer de l'analyser. Il faut vraiment essayer d'observer les productions des élèves avec un grain assez fin, avec une loupe, pour essayer de comprendre tout ce qui a pu se passer dans la tête de l'élève. Donc, il a essayé de partager le groupe en deux groupes égaux, 6 chameaux, il s'est dit, 6 chameaux, 6 dromadaires. Il calcule alors le nombre de bosses, trouve qu'il y en a 18 et ajoute son essai en remplaçant un dromadaire par un chameau et en recalculant le nombre de bosses, c'est-à-dire 19. Il remplace à nouveau un dromadaire par un chameau, constate qu'il y a bien alors 20 bosses et compte le nombre de dromadaires restant sur son schéma et donc il dit il y a 4 dromadaires. Pour ce qui est de... Alors ensuite, on vous demande d'appliquer le raisonnement de Quentin au problème suivant. On vous demande en fait de montrer que vous avez compris le raisonnement de Quentin et de l'appliquer à votre tour, comme si vous étiez Quentin, à un autre, au même type de problème, mais avec des variables, avec des chiffres différents, des nombres différents. Donc là, je ne vais pas le refaire, mais sur le diaporama, la réponse y est. C'est plus intéressant d'étudier ce que chacun des élèves a fait. Alors, pour ce qui est de Ramia, elle fait un dessin bien plus simple, bien plus organisé. Ramia commence par dessiner les 12 têtes. C'est ce qu'on voit tout en haut de la présentation. Elle fait 12 ronds. Puis ensuite, elle met les bosses une bosse pour chaque animal. Hein. Vous voyez, vous regarderez, mais il y a une bosse sous chaque tête. Puisqu'ils en ont au moins une. Elle part de ce principe-là. Elle se dit, voilà, je donne au moins une bosse, puisque que ce soit un chameau ou un dromadaire, ils ont au moins une bosse chacun. Mais on ne pouvait pas dessiner 152 têtes. Ah oui, non, 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 évidemment. Ah oui, vous faites bien de demander l'une. Merci. Donc, en effet, vous verrez sur la correction, je n'ai pas dessiné. On ne vous demande pas à ce moment-là de dessiner, on vous demande de comprendre la démarche. Donc, je vais vous le faire rapidement. S'il y avait autant de dromadaires que de chameaux, parce que c'est ça qu'il se dit en fait, Quentin. Il se dit qu'il y a autant, donc ensuite, il faut faire la même chose avec, donc là on avait 216, 105, combien d'un 152 têtes. Donc on faisait, s'il y avait autant de dromadaires que de chameaux, c'est-à-dire 76, le nombre de bosses serait 152 plus 76, soit 228. En réalité, il y a 12 bosses de moins, il faut donc remplacer 12 chameaux par des dromadaires puisque chaque remplacement diminue de 1 le nombre de bosses. Il y a donc 64 chameaux et 88 dromadaires. Je trouve qu'à l'oral, là, comme ça, c'est pas évident, mais en tout cas, non, vous ne deviez pas dessiner. Au CRPE, là, on vous demande pas de dessiner, puisqu'en effet, le nombre est trop conséquent, mais de reprendre la même démarche que l'élève. Donc, je reprends pour Ramia. Oui, c'est ça, Lune. Donc, elle commence par dessiner les 12 têtes, elle ajoute une bosse pour chaque animal, puis ensuite, elle rajoute une deuxième bosse à certains animaux jusqu'à obtenir le nombre total de bosses indiquées. Elle peut avoir compté au fur et à mesure qu'elle dessinait, ou alors calculer qu'ayant déjà dessiné les 12 bosses, elle devait en dessiner encore 8. Des fois, il faut essayer de faire des suppositions hein, dans ce type d'exercice. Il faut envisager plusieurs possibilités si vous en êtes capable, si vous arrivez à les repérer. Donc, je ne vais pas faire la même chose pour Ramia, pour le deuxième exercice. Ce qu'on aurait pu vous rajouter, c'est quel type d'aides peuvent être apportées aux élèves qui auraient des difficultés en termes de différenciation. Eh bien, on pourrait, par exemple, comme type d'étayage, proposer aux élèves déjà des tableaux organisés pour qu'ils puissent dessiner les bosses, les têtes. Et puis, c'est ce qu'on trouve aussi sur Internet dans ce type de défi quand c'est envoyé dans les circonscriptions. Et, pardon.
eh bien, on donne aux élèves des petites fiches avec des dromadaires et ils peuvent les prendre comme ça et compter les bosses. Ça, c'est pour les élèves les plus en difficulté. Voilà. Eh bien, des chameaux, des dromadaires, ça me donne envie de partir en voyage en Tunisie. Malheureusement, on est coincé chez nous, donc on fait des maths. Petite note d'humour en ces temps difficiles, on en a bien besoin, je crois. Alors, on va arriver à la correction de l'exercice 3. Alors, pour ce qui est de l'exercice 3, il s'agit là d'un problème de type proportionnalité. Donc, n'hésitez pas à vous documenter sur la proportionnalité. J'ai l'impression que ça tombe quand même relativement souvent. Il y a des points très, très simples. Alors, c'est vrai que nous, on fait des cours qui sont dévolus à cette notion, mais alors pour celles et ceux qui sont chez Vocation, il y a des cours là tous les mardis en mathématiques avec des professeurs expérimentés, évidemment. Mais il est important de connaître les différentes démarches possibles qui sont liées à la proportionnalité et les différents types de problèmes qui existent. Voilà, ça c'est important. Donc là, on vous donne un problème qui serait évidemment du cycle 3, CM2. Alors, je me suis noté là, voilà, reconnaître et résoudre des problèmes relevant de la proportionnalité en utilisant une procédure adaptée. Donc ça, c'est la compétence qu'on trouve dans les programmes. Alors, évidemment, c'est pas évident de connaître toutes les compétences. C'est pratiquement impossible de les connaître toutes. Mais là, vous auriez pu au moins dire qu'il s'agit de résoudre un problème relevant de la proportionnalité. Et donc, on vous demande quelle est la principale notion de programme. Voilà, c'est la proportionnalité. Donc, vous voyez, cette question, elle est très simple. Et pour ce qui est de la deuxième question, qui était de proposer 3 méthodes possibles pour résoudre cet exercice, et pour chacune d'expliciter les propriétés relatives à cette notion qui ont été mobilisées. Donc là, en fait, si vous connaissez votre cours sur la proportionnalité, eh bien justement, il y a il y a 3 principales façons de résoudre un problème lié à la proportionnalité. C'est de le faire avec sa propriété de linéarité sous son aspect additif. Donc ça, c'est la première méthode. Donc là, je vous rappelle, on a 5 crêpes qui coûtent 7 euros, 10 crêpes coûtent 14 euros. Combien coûte 15 crêpes? Donc si on utilise la méthode de la linéarité, on va résoudre ce problème en écrivant, puisque 10 crêpes coûtent 14 euros et 5 crêpes 7 euros, 15 crêpes, c'est-à-dire 10 plus 5, coûtent 14 euros plus 7 euros, soit 21 euros. Donc ça, c'est une méthode que des élèves de CM2 peuvent connaître. La deuxième méthode, c'est celle qui utilise aussi la linéarité, mais sous son aspect multiplicatif cette fois. Donc, ça revient à résoudre le problème de cette manière, puisque 5 crêpes coûtent 7 euros, 15 crêpes, c'est-à-dire 5 fois 3, coûtent 7 euros fois 3, c'est-à-dire 21 euros. Donc ça aussi, des élèves de CM2 sont capables de résoudre ce problème en utilisant cette propriété-là de la proportionnalité. Et la dernière méthode possible, c'est la méthode qui, toujours de linéarité, c'est le même principe, le principe de linéarité, mais avec l'utilisation d'un retour à l'unité sous la forme dite de la règle de 3. Et là, on est plutôt niveau collège. Puisque 10 crêpes coûtent 14 euros, une crêpe coûte 10 fois moins, soit 1,40 euros. Et 15 crêpes coûtent 15 fois plus qu'une crêpe, soit 1,40 € fois 15 ou 21 euros. Donc ça, comme je le disais, c'est plutôt du niveau de cycle 4. Oui, même sixième, c'est peut-être un peu compliqué. Non, peut-être que sixième, ça peut être bon. Voilà, écoutez, j'en arrive à la fin de ce Facebook Live consacré aux mathématiques. J'espère que vous avez survécu. Moi, je suis contente, j'ai survécu également. Il s'agissait vraiment de vous permettre de réaliser que cette partie-là, c'est de l'analyse de production d'élèves, qu'il faut se mettre dans leur tête et essayer de comprendre comment ils s'y sont pris, quelles ont été leurs procédures. C'est typiquement le genre d'exercice qu'on peut vous donner au CRPE dans la partie 3 des mathématiques. Y avait-il du vocabulaire attendu pour l'exo des mathématiques? Qu'est-ce que vous appelez vocabulaire attendu? De la part des élèves ou pour le maître? Merci Séverine.
Lune, si vous pouvez préciser votre question, ça serait parfait. Lune est certainement en train de rédiger sa réponse. Alors, pour ce qui est des je vais commencer à répondre à votre question avant que vous la reformuliez. Sachez-le, procédure experte, procédure coûteuse, oui, tout à fait. On peut effectivement utiliser ce type de vocabulaire. Alors, comme je vous le disais, là, ce n'était pas nécessairement demandé. Pour autant, c'est-à-dire qu'on vous demandait de la décrire. On ne vous demandait pas nécessairement de l'analyser, mais comme pour les erreurs, si vous avez connaissance, si vous pouvez vous porter un jugement sur la production de l'élève, n'hésitez pas à la donner. Voilà, c'est ça, tout à fait, Lune. Est-ce que la méthode par le graphique est... Non, non, Brigitte. Pas jusqu'en CM2. Je vous en prie, Lune. Oui, ça dépend de ce qu'on nous demande, tout à fait. Mais n'hésitez pas, hein, comme je vous le disais systématiquement, si vous avez un élément supplémentaire, n'hésitez pas à l'ajouter. Ça ne coûte rien. Après, comme je le disais, il ne faut pas en mettre trop non plus. Ça, le jury n'aimerait pas que vous rajoutiez un paragraphe complet parce que ça ferait montre de vous que vous voulez un peu étaler votre science. Pour autant, voilà, comme je le disais, dans une phrase d'introduction ou une phrase de conclusion de l'exercice, vous pourriez dire que tel élève n'a pas encore acquis la procédure experte et que vous pourriez être amené pour cela à lui proposer tel ou tel type d'étayage ou de remédiation. Et ça, c'est bon pour le français et c'est bon pour les maths. Voilà, si on peut rajouter une petite chose, un petit élément, c'est toujours bon. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Et puis, n'hésitez pas, comme je vous le disais, à regarder nos vidéos sur la chaîne YouTube de Vocation ou sur notre site. Il y en a des récentes et il y en a des plus anciennes qui ont été aussi conçues par les différents professeurs de Vocation CRPE qui reviennent sur certaines notions. Donc voilà, vous avez un peu plus de temps, on est confiné le soir, donc révisez, je vous souhaite beaucoup de courage. Et puis, je dis à très bientôt pour celles et ceux qui sont chez Vocation CRPE, puisque la semaine prochaine, c'est les vacances et pour la zone C, j'ai le plaisir de remplacer Elsa pour vous donner cours, pour vous faire cours en français. Alors évidemment, vous me connaissez, ce sera plutôt sur le cycle 1. Voilà, très bonne soirée. Au revoir. Si on vous demande d'analyser, il faut donner votre avis. Si on vous demande de décrire, décrivez seulement. Mais vous pouvez ajouter une petite chose qui serait de l'ordre de l'analyse. Ce qu'il ne faudrait surtout pas faire, c'est de ne pas analyser si on vous demande de le faire. Oui, n'hésitez pas à vous inscrire et à contacter Vocation CRPE pour la formule express. Il est encore temps de vous préparer avec nos différents professeurs. Bonne soirée!